Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le modèle d'affaires. Ce séminaire se tournera autour de qu'est-ce qu'un business model, pourquoi faire un business model, quand faire un business model, comment faire un business model, composants du business model et enfin, nous vous donnerons quelques exemples sur le business model de Airbnb. Tout cela avec Dr Nadia Lababidi, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Nadia. Dr Nadia, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Madame Alec, bonjour chers participants. Donc, pour le moment, il y en a deux, donc bienvenue en attendant les autres. Donc, je peux commencer Madame Alec, c'est bon? Je peux commencer la présentation? Oui, vous pouvez commencer, docteur. Ok, très bien. Donc, notre séminaire porte sur le business model. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée sur ce document-là. Donc, si vous avez étudié l'entrepreneuriat, certainement, vous avez une idée sur le business model. En français, en traduction, c'est le modèle d'affaires. On l'appelle aussi modèle économique, donc plusieurs appellations, mais en anglais, c'est business model. En fait, en entrepreneuriat, donc l'objectif de l'entrepreneuriat, c'est de créer des projets ou des entreprises. Donc, pour bien présenter notre idée de projet ou notre idée d'entreprise, il y a deux documents ou deux livrables en entrepreneuriat pour présenter ces idées-là. Donc, il y a le business model et le business plan. Donc, le business model, comme je viens de le dire, en français, c'est modèle d'affaires ou modèle économique. Et le business plan, c'est le plan d'affaires. Donc, le plan d'affaires, il est plus détaillé que le business model. Et on va voir comment il est présenté et ses composantes. Donc, le business plan, il présente les détails concernant le projet. Donc, on entre dans les détails, que ce soit juridique, économique, marketing, financier, etc. On entre dans les détails. Le business model, non. Le business model, on essaie de bien schématiser l'idée sous forme de blocs. Donc, le business model standard, il est composé de 9 éléments ou 9 blocs qu'on va les présenter par la suite. Donc, c'est juste une feuille. Donc, mais le business plan, il est détaillé. Donc, au minimum, c'est 20 pages et plus. Donc, quelle est l'utilité de business model et pourquoi pas le business plan directement? Pourquoi on passe par le business model? En fait, généralement, les bailleurs de fonds, donc en fait, on essaie de bien présenter le projet, l'idée et sa rentabilité surtout. C'est pour intéresser les investisseurs et les bailleurs de fonds. C'est ça l'objectif. Donc, il faut montrer que notre projet, il est intéressant, il est rentable. Donc, on présente ceci à travers le business model de façon générale et avec précision à travers le business plan. Donc là, les bailleurs de fonds et précisément les banquiers, ils sont débordés. Donc là, ils n'ont pas vraiment le temps de lire un business plan détaillé et s'apercevoir par la suite que ça ne tient pas debout. Donc l'idée, elle n'est pas bonne, elle n'est pas rentable. Même si dans le document, donc on essaie de prouver qu'elle est rentable, mais c'est des gens qui connaissent le marché. Donc si les chiffres ne sont pas cohérents, vraiment, ça ne reflète pas vraiment l'activité, le projet précisément. Donc là, ils vont s'apercevoir. Donc là, au lieu de gaspiller ce temps-là pour eux, parce que c'est un gaspillage de temps, si ils passent disons 1-2 heures, plutôt même plus, hein. Ça dépend du contenu. Donc même plus, donc, pour s'apercevoir que ça ne sert à rien. Donc là,
vient l'utilité de business model. Donc, le business model, c'est une seule feuille qui nous schématise l'idée avec les principales idées et les principaux éléments. Et on essaie de mettre en relation ces éléments-là pour justifier l'idée, comment dire, que l'idée elle est bonne, que c'est rentable, ça marche. Donc, l'idée, elle est claire. Le fonctionnement, il est clair. Donc, si on est convaincu par cette représentation à travers le business model, l'idée, elle est claire. On sait que ça peut aller ou ça va aller parce que c'est bon, on a une idée sur les grandes lignes. Donc, ça fonctionne. Donc, si ça ne tient pas debout, donc on s'arrête. Donc, si c'est bon, on va passer à l'étape suivante qui est la lecture de business plan. Donc là, on est obligé d'élaborer ces deux documents, que ce soit… Docteur, Oui, est-ce que vous avez changé de diapo, docteur? non, non, je n'ai pas changé. Ah, d'accord. Non, non, je suis en train d'introduire le séminaire, donc je n'ai pas encore commencé le contenu. Donc, c'est pour ça, donc on est obligé d'élaborer les deux documents, que ce soit business plan ou business model, mais chacun a son utilité. Et on dit toujours que le business model est le cœur du business model, du business plan. Donc, si les choses sont claires, on a bien compris il s'agit de quoi, c'est quoi le projet, c'est quoi l'idée. Donc, par la suite, ça va nous faciliter la lecture de business plan. Donc, donc, je répète, le business model est le cœur du business plan. Donc là, dans notre séminaire, on va se limiter à la présentation de business model. Donc, si vous êtes intéressé par le business plan, on peut consacrer, Inch'Allah, à notre séminaire. Mais si vous avez déjà vu le contenu de business plan, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir tout au long de ce séminaire? Donc, je vais donner juste l'essentiel. Qu'est-ce qu'un business model? Pourquoi faire un business model? Donc, j'ai déjà répondu un peu à cette question. Quand faire un business model? Comment faire? Donc aussi, j'ai donné un élément de réponse pour la deuxième question, la troisième question. Comment faire un business model et quelles sont les composantes du business model? Et en fin du compte, je vais présenter le business model de Airbnb et vous pouvez chercher sur Internet, vous pouvez trouver le business model de Facebook, de WhatsApp, de n'importe, donc de Skype. Donc, vous pouvez, même d'autres entreprises internationales, si vous cherchez sur Internet, vous pouvez trouver les business models de n'importe quelle entreprise, s'il est bien sûr, si la formation existe sur Internet, normalement, vous la trouverez. Et vous allez voir comment les idées de projet sont présentées différemment parce que tout simplement, le modèle économique est différent. Donc, en fait, c'est quoi le modèle économique? En fin du compte, comment on présente le projet et surtout, après tout, l'objectif, c'est quoi de l'entrepreneuriat? C'est de générer de l'argent, c'est de la rentabilité, c'est de prouver que le projet il est rentable. Alors, qu'est-ce qu'un business model? Donc, le business model, donc, on l'appelle aussi modèle économique ou le modèle d'affaires d'un projet ou d'une entreprise. L'essentiel, c'est qu'on est dans le stade de l'entrepreneuriat et on va créer quelque chose, on va investir et on va devenir des entrepreneurs. Donc, on parle aussi d'un modèle d'affaires, comme je viens de le dire. Par conséquent, le business model explique la manière dont vous créez de la valeur. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce que vous allez créer de la valeur? Qu'est-ce que vous allez proposer? La valeur, c'est ce que vous allez proposer aux clients. Et c'est cette valeur-là qui va vous permettre de générer de l'argent, c'est-à-dire générer du chiffre d'affaires et des bénéfices. Donc, il y a une valeur à proposer. Donc, je m'excuse. Donc là, proposer une valeur. Donc, j'ai fait une confusion. Donc là, dans la manière dont vous allez créer de la valeur, donc on génère de l'argent. Et à travers quoi? À travers la proposition de quelque chose. On dit la valeur à proposer ou la proposition de valeur. Et donc, bien sûr, l'objectif, c'est qu'à la fin, on va générer de l'argent, on va générer des bénéfices. C'est ça l'objectif de l'entrepreneuriat classique. Parce qu'il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Donc, il y a
l'entrepreneuriat classique, il y a l'entrepreneuriat vert, tout ce qui est donc les projets qui permettent de protéger l'environnement et donc de manière générale, dans tout ce qui est environnemental, il y a l'entrepreneuriat bleu, ok, donc c'est les projets qui ont relation avec tout ce qui est marin, donc des projets avec des produits de la mer ou n'importe. Donc, c'est l'entrepreneuriat bleu. Donc, il y a l'entrepreneuriat numérique, donc plusieurs appellations. Mais en fin du compte, l'entrepreneuriat, c'est la création de projets ou d'entreprises pour créer de l'argent. Et il y a l'entrepreneuriat social ou sociétal, donc qui traite des projets sociaux. Donc, l'objectif n'est pas vraiment financier, mais en entrepreneuriat social, on peut joindre les deux, un objectif social et objectif financier. C'est-à-dire en entrepreneuriat social, ça ne veut pas dire qu'on ne vise pas le bénéfice. Non, on peut viser le bénéfice, mais il y a toujours la composante sociale. C'est-à-dire combien de personnes handicapées on peut aider. C'est un objectif. Donc, c'est un impact social. Sauf que on peut, à travers ce projet, générer aussi de l'argent. C'est possible. OK? Mais l'entrepreneuriat classique, son objectif, c'est de générer de l'argent. Peu importe les couleurs, entrepreneuriat vert, bleu, peu importe. Donc, la base, c'est l'entrepreneuriat. Et dans n'importe quel type d'entrepreneuriat, ok, bien sûr, on va utiliser ces livrables-là pour justifier la rentabilité de notre projet. Donc, à savoir, donc les deux livrables je répète, d'entrepreneuriat, c'est le business model et le business plan. Donc, je reviens donc à ma présentation. Donc, concrètement, le business model répond aux questions suivantes. Qu'allez-vous vendre? Donc, c'est la proposition de valeur que je viens d'évoquer tout à l'heure. Et à qui et comment? Donc, si j'arrive à répondre à ces trois questions, je pourrais présenter mon business model. D'abord, le point de départ, c'est à qui? Donc, il faut détecter une population cible, une population bien déterminée des clients. Quel est leur besoin? Parce que généralement, les projets, c'est quoi un projet? Un projet, c'est une solution pour répondre à un besoin bien déterminé. Sinon, ça ne sert à rien de faire l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas des besoins à satisfaire et des problèmes à résoudre, on ne va pas faire de l'entrepreneuriat. C'est ça l'objectif. Bon, entreprise, c'est autre chose. Mais là, c'est au niveau des projets. Donc, au niveau des projets, c'est que le projet satisfait un besoin. Mais même les entreprises, ils sont en train de satisfaire des clientèles. Donc là, il faut se focaliser sur une population cible. Quelle est la population cible? Quel est leur besoin? Comment on va les satisfaire? À travers quelles valeurs? Quels services? Quels produits? Et comment on va le faire? Donc, ces trois composantes seront représentées, ou plutôt ces trois parties seront représentées dans le business plan, le business model. Donc, les trois grands piliers d'un business model sont la proposition de valeur, c'est crucial, parce que cette valeur, que ce soit produit ou service, satisfait le client ou non. Donc, la valeur peut être fournie à travers soit un produit ou un service. Mais ce produit ou service propose une valeur. Par exemple, j'ai besoin d'une application pour traduire. Donc, c'est la valeur à proposer, ça va me faciliter la tâche. Je donne un exemple. Donc, à travers une application, c'est un service. Donc, la chaîne de valeur, c'est quoi la chaîne de valeur? Donc, du début jusqu'à la fin, comment livrer le produit ou le service et par la suite la proposition de valeur au client. Donc, quel est le processus à suivre pour pouvoir livrer cette proposition de valeur ainsi que la génération de profit. En fait, on fait tout ça. On veut satisfaire le client en lui proposant une valeur et on essaie de voir comment on va réaliser ce travail à travers la chaîne de valeur. En fin du compte, l'objectif, c'est de satisfaire le client qui va acheter, bien sûr, le produit ou le service et il va payer. Et de là, on pourra générer des revenus et assurer
la pérennité de l'entreprise en générant des profits. Donc, la proposition de valeur, c'est la manière de satisfaire un besoin du marché à l'aide d'une offre de produits ou services. Elle comprend bien évidemment les caractéristiques intrinsèques de l'offre. Donc, il a besoin de quoi? Cette fonction, donc l'exemple que j'ai proposé tout à l'heure, ce service de traduction, cette valeur-là, quelles sont ses fonctionnalités? Le design de l'application, par exemple, le packaging, le service associé, y a-t-il d'autres services associés? Donc, qu'est-ce qui satisfait le client? Donc, qu'est-ce qu'on propose réellement à ce client-là? Donc, la chaîne de valeur, une chaîne de valeur est un concept de management, inventé par Michel Porter. Donc, c'est lui qui a conçu le modèle de concurrence de Porter. Donc là, la chaîne de valeur consiste à schématiser un enchaînement d'activités interconnectées qui apportent de la valeur au produit ou service proposé au client final. C'est-à-dire, il nous faut quoi? Il nous faut, par exemple, de la matière première, il faut les stocker, il faut peut-être main-d'œuvre pour les transformer, il faut, je ne sais pas, il faut le produit final, le stocker de nouveau, il faut faire la commercialisation, et par la suite le livrer, etc. Donc, tout ce process-là, on l'appelle chaîne de valeur. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a comme support de l'entreprise? Par exemple, pour l'achat de matières premières, il faut un bon approvisionnement. Donc, il y a le département approvisionnement. C'est lui qui va soutenir cette partie de cette chaîne de valeur. Donc, quelle est l'infrastructure de l'entreprise qui va soutenir cette chaîne de valeur? Si, par exemple, les employés qualifiés pour faire ce travail-là, on a besoin des employés, on va se référer à qui? Au département ressources humaines. Donc, peut-être les compétences demandées ne sont pas disponibles. Que faire dans ce cas? Donc là, est-ce que l'entreprise a le support nécessaire pour réaliser cette chaîne de valeur, c'est-à-dire l'exécuter réellement? Non. Donc, c'est le processus à faire pour livrer à la fin le produit final et le support de l'entreprise pour mobiliser les ressources nécessaires afin d'assurer et plutôt exécuter cette chaîne de valeur et livrer le produit au client final. Et bien sûr, la génération de profit correspond à toutes les entrées d'argent générées par le projet. En fait, lorsqu'on dit donc c'est général là, mais lorsqu'on dit les revenus, c'est le chiffre d'affaires. Lorsque on fait la différence entre le chiffre d'affaires et les charges, donc c'est à partir de là qu'on parle la différence, on parle de profit. Mais là, on génère de l'argent, donc on a un chiffre d'affaires important, on dit qu'on a de fortes chances de générer des gains, tout simplement. Mais si on a des charges excessives, on va générer des profits, des pertes plutôt. C'est-à-dire, le chiffre d'affaires important ne signifie pas automatiquement qu'on aura des bénéfices, tout simplement. Donc, la génération de profits, donc pour générer des profits, il faut bien sûr générer des revenus, tout simplement. On a répondu donc à la première question qui est qu'est-ce qu'un business model? Tout simplement. Donc, les choses, je pense, sont plus claires. C'est quoi un business model? Maintenant, on va répondre à la question suivante qui est pourquoi faire un business model? Tout simplement. Donc là, il faut prendre le temps de faire un business model. Pourquoi? Pour éviter les déconvenus dans une aventure entrepreneuriale qui peut déjà être incertaine. Donc là, une expérience d'entrepreneuriat, création de projets de manière générale, ça vise l'avenir. C'est une expérience ou c'est une aventure ou une expérience qui est incertaine. Donc là, pour que les choses soient plus claires, c'est bien d'avoir plus de visibilité
de mieux comprendre les choses. Et c'est le business model qui va nous donner les grandes lignes. Le détail, comme je l'ai dit, c'est dans le business plan. Le business model permet d'établir la stratégie commerciale et de penser son organisation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer et comment on va faire pour réaliser cette stratégie. C'est-à-dire on va proposer une valeur à travers la vente d'un produit ou des services. Donc ça, on doit commercialiser ce produit ou ce service-là. Mais comment on va le créer et comment on va faire tout ce travail-là pour qu'à la fin, on génère de l'argent. Donc, l'entrepreneur a donc une vision complète et transversale du fonctionnement du projet et plus particulièrement sur la manière de générer des profits. Donc là, on parle des grandes lignes, le processus, le mécanisme, comment ça fonctionne, tout simplement. Donc, le business model permet de transmettre cette information. C'est pourquoi on l'élabore aussi. Donc, le business model permet de valider l'opportunité que représente le projet et l'intérêt suscité chez la clientèle cible. Donc là, on est sûr que ça représente une opportunité parce que le client, il est porteur, il va acheter le livrable et bien sûr parce qu'il sera satisfait. Donc, c'est aussi un bon moyen de s'assurer de sa rentabilité. Donc, c'est pour ça qu'on élabore un business model pour justifier la rentabilité aussi. Donc, pour justifier pour présenter le projet, donc ce n'est pas la certitude totale, ok, les choses sont claires. Aussi pour montrer comment on va faire pour vendre le produit et le service au client. Ce qu'on va proposer satisfait le client, donc on va s'assurer de la rentabilité et on va présenter comment on va générer la rentabilité à travers le business model. Et aussi, il sera difficile de convaincre surtout les investisseurs, les bailleurs de fonds de manière générale, de miser sur votre projet en l'absence d'un business model clair et solide. Donc, si les choses ne sont pas claires et l'idée, elle est bien évidente, après la présentation du business model, bien sûr, l'investisseur ne sera pas preneur et il ne sera pas motivé pour lire le détail dans le business plan. Donc, pour lui, donc si vous maîtrisez l'idée, vous aurez pu bien la présenter à travers le business model qui est une seule feuille. Mais quand même, c'est décisif. Ce document est décisif pour que les investisseurs soient convaincus, tout simplement. Donc, plus on maîtrise ce qu'on fait, plus la présentation du business model sera facile. Maintenant, on va passer à la question suivante. Quand faire un business model? Quand est-ce? Généralement, c'est au début. Donc, élaborer un business model dès la phase de réflexion. Au début, donc j'ai une idée de projet. Donc, le fait d'élaborer un business model et de le présenter, on va recevoir des critiques. Et ces critiques-là vont nous permettre de réfléchir et revoir autrement l'idée et améliorer le business model. Donc là, le business model n'est pas un document statique. Non, c'est un modèle qui évolue et change avec le temps. Plus on fait des réflexions, plus on fait le partage, plus on aura de nouvelles informations et on voit autrement les choses. Plus on fait des recherches aussi et on évolue avec le business model. Et bien sûr, l'objectif, c'est de présenter une idée qui est bien réfléchie et prête à être appliquée. Donc, c'est bien de prendre notre temps pour réfléchir et surtout de discuter. Donc, juste un conseil. Donc, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, n'ayez pas peur de discuter de votre idée. Parce que généralement, lorsque quelqu'un il a une idée de projet ou d'entreprise, il dit non, je vais pas discuter avec quiconque, c'est confidentiel. Il peut prendre l'idée et faire son projet. Donc, et là, c'est comme s'il a volé mon idée. Non, c'est pas ça. Donc, c'est bien de partager et de discuter avec les autres parce que la concurrence existe déjà et elle va exister. Donc,
le plus important et ce qui est décisif dans la réussite de l'entrepreneuriat, c'est la bonne exécution. Donc, l'essentiel, il faut bien comprendre votre idée et savoir l'exécuter. Donc, si vous allez faire une idée qui existe déjà, ce n'est pas grave. Mais comment la faire? Il faut la faire autrement. Il faut la composante d'innovation. Donc, n'aie pas peur, partagez, discutez surtout avec les professionnels et ceux qui ont de l'expérience, parce que ça ne peut qu'enrichir votre réflexion et certainement ça a un impact positif parce que vous allez améliorer votre business model. Donc, le business model, on l'améliore. Donc, ce n'est pas un document statique. Donc, élaborer un business model dès la phase de réflexion. C'est à ce moment-là que l'idée commence à se façonner. Mais, bien sûr, on va l'améliorer. Donc, autour d'un projet d'entreprise ou un projet de manière générale est une excellente idée. Donc, c'est bien d'essayer de bien formaliser les choses et de les présenter plutôt. Vous vous assurez ainsi de n'oublier aucun élément essentiel à la réussite du projet. Donc, à chaque fois, vous allez revoir, réfléchir, améliorer le business model. Et de cette façon, vous serez certain qu'il n'y a pas d'oubli. Donc, il est également possible de faire un business model au cours de la vie de l'entreprise. C'est possible aussi. Généralement, on le fait au début. Mais c'est possible au cours de vie de l'entreprise. Donc, cela peut être utile si vous souhaitez faire évoluer votre manière de générer les profits, notamment pour vous adapter au marché. Donc, si on veut améliorer un service, par exemple. Donc là, il faut voir quelles sont les exigences du marché, la concurrence, etc. Et on va essayer d'être innovant et on va améliorer notre proposition de valeur. Donc, c'est une amélioration d'une activité qui existe déjà et c'est un projet déjà. L'amélioration, c'est un investissement et c'est un projet. Ça sera également le cas si vous envisagez de lancer une toute nouvelle offre. C'est possible. Nouvelle offre avec une valeur qui est un peu différente. Ok? Différente quoi? Le produit existe déjà, mais il y a une nouvelle composante. Donc, c'est ça l'innovation. Donc, le business model n'est pas quelque chose de figé, n'est pas quelque chose de figé. Donc, j'arrive pas à lire la deuxième partie. Dans l'entreprise, il a vocation à évoluer. Juste un moment. Donc, j'ai un affichage. J'arrive pas à lire la dernière page. Juste un moment. Donc, il a vocation à évoluer avec. Donc, si quelqu'un lit la dernière phrase, il peut me la lire, s'il vous plaît. Donc, toute la ligne, elle est cachée chez moi. Qui peut la lire? Madame, voilà. Merci, Madame Alakoui. Il a vocation à évoluer. C'est également caché chez nous. Ah, même. Donc, à un moment, je vais arrêter le partage et par la suite le reprendre parce que c'est cette barre-là qui me cache l'information. Donc, juste, donc, masqué. Donc, c'est encore visible l'affichage? Oui, c'est encore visible. Ok, c'est bon, je l'ai masqué. Donc, il a vocation à évoluer avec votre projet et le développement de votre entreprise parce qu'on évolue tout le temps, ok? Parce que c'est une nécessité dans le marché pour faire face à la concurrence. Et peut-être le projet sera nouvellement créé, donc on est nouveau sur le marché. Donc, dans les deux cas, c'est un démarrage d'une nouvelle activité, que ce soit de l'entreprise, elle est déjà en action, en activité, ou elle va être créée, nouvellement créée. Mais dans les deux cas, c'est avant de se lancer dans une nouvelle étape, tout simplement. La question suivante, comment faire un business model? Comment on va faire ce business model? Donc là, pour construire un business model, il est nécessaire de procéder par étapes.
Donc, pour vous aider à le synthétiser, vous pouvez utiliser le business model Canva. Donc, pour faciliter les choses, on a le business model Canva que je vais présenter tout de suite. Donc, c'est un modèle simple qui va vous aider à faire la présentation du business model. Donc, business model Canva, parce que la forme est la forme d'un Canva. C'est pour ça l'abréviation BMC, Business Model Canva, le BMC. Donc, le BMC consiste à répondre aux questions suivantes. Quel est le produit ou service que vous souhaitez proposer et qui va proposer de la valeur demandée par le client et qui le satisfait? Quels sont les avantages de votre produit ou de votre service par rapport aux concurrents? Donc, si vous ne proposez pas quelque chose d'innovant, donc ça ne sert à rien de faire votre projet. Il faut quelque chose de différent par rapport au client. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une bonne étude de marché. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, vous avez assisté à un séminaire de l'étude de marché. Donc, l'étude de marché, elle est très, très importante pour élaborer un bon business model. Okay, c'est un travail qui se fait avant l'élaboration de business model. Qui sont vos clients et comment allez-vous les toucher? Donc, le point focal, le point de base, le point central, c'est le client, le point de départ. Qui est le client et comment vous allez le satisfaire? Quels moyens devez-vous mettre en œuvre pour créer votre produit ou service? Donc là, est-ce que vous avez les moyens ou non? Si vous n'avez pas les moyens, donc on ne peut pas aller loin. Et quelles sont les principales dépenses et recettes générées par votre projet? Donc, il faut que le projet soit rentable. Donc, il faut que les recettes dépassent les dépenses pour dire que notre projet est rentable. Donc là, on doit répondre à ces questions pour pouvoir élaborer le BMC donc, ou le Business Model Canva qui est composé, donc classique, il est composé de 9 blocs. Mais il y a d'autres versions. Mais on utilise généralement cette version. Tout dépend de la nature du projet. On peut utiliser d'autres versions. Donc là, il y a le lien d'une vidéo sur le business model, okay, expliqué par un professionnel, qui vous aidera pour mieux comprendre le business model. Donc, on a le chat, donc voilà, je vais le mettre sur chat. Voici le lien. Voilà, le lien de la vidéo, vous l'avez. Et vous pouvez voir la vidéo, elle est très intéressante, elle est simple, 10 minutes, et elle est très, très simple. Alors, je reprends maintenant. Voici le Business Model Canva, le BMC. Donc, il y a la première chose, c'est segment de clientèle. C'est le point de départ. Donc, c'est des particuliers, des professionnels, quel segment de clients, marché de masse ou non, donc la niche, c'est-à-dire quelle est la population. Donc, il faut la cibler, on peut avoir un seul segment, plusieurs clientèles, etc. Ça dépend de la valeur ou des valeurs à proposer. Donc, si on a une seule valeur à proposer, tant mieux. Si on a plusieurs, donc on essaie de faire en coloris chaque valeur avec les correspondants. Donc, quelle est la clientèle de cette valeur à proposer? OK? Si on a plusieurs valeurs. Donc, la gestion de la relation client. Donc, avant, donc le client et qu'est-ce qu'on va lui proposer? Quelle est la valeur? Donc, c'est le client et qu'est-ce qu'on va lui proposer? Okay, voici le classement. Première chose, c'est le segment client. Par la suite, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Donc, quelle est la valeur ajoutée par rapport aux concurrents? Quel problème apporte-t-on une solution? Et quelle prestation? Qu'est-ce qu'on va lui proposer exactement? Donc, il faut le convaincre. Il faut toujours avoir la composante d'innovation. Là, il y a une différence par rapport aux concurrents. Par la suite, les canaux de distribution. Donc, pour livrer, comment on va faire? Est-ce que donc il faut s'orienter vers le local, à travers le web,
à travers des points de vente. Donc, comment on va assurer la distribution du produit ou du service. Donc, c'est le troisième bloc à élaborer. Donc, si les choses sont claires maintenant, quelle est la gestion, la relation avec le client? Donc, communautaire, assistance, est-ce que donc il y a une assistante pour tous les clients ou elle est ciblée client par client, donc communautaire, assistance personnelle. Il y a le service après-vente aussi pour le satisfaire et pourquoi pas le fidéliser. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, comment on va traiter avec le client? Donc, c'est le premier bloc. Voilà. Une fois on est terminé, donc c'est bon, donc quelle population, quelle valeur à proposer, comment on va distribuer et quelle nature de relation avec ce client-là. Donc, et une fois il est satisfait, comment on va recevoir les revenus. Donc, à travers des commissions, des abonnements, il y a un prix, il y a par unique ou prix, tout dépend du segment. On a plusieurs clientèles, donc il y a des clients par segment. On peut générer des revenus à travers les publicités. Donc là, une fois le client, il est satisfait, il va payer. C'est clair? Donc, c'est le premier bloc. OK? Donc, on a bien dit tout à l'heure, on essaie de répondre aux 3 questions, lesquelles, je vais revenir, juste un moment, pas ici. Les 3 questions, je sais pas. Voilà. Donc, qu'allez-vous vendre, à qui et comment? Donc, à qui? OK? Et qu'est-ce que vous allez vendre? Donc, on a déjà déterminé ces 2 points-là. Et comment? Reste comment maintenant? OK? Donc, là, reste comment? Ici, comment? Cette partie-là, c'est la réponse à la question comment. Donc là, on va directement passer. Donc, pour pouvoir réaliser ce travail, il faut des partenaires clés, les fournisseurs, les parties prenantes de manière générale, par exemple, la sous-traitance. Donc, tout dépend quels sont les partenaires qui vont nous aider à offrir cette proposition de valeur, c'est-à-dire ce produit ou ce service-là. Et sans sa présence, il n'y aura pas de livraison. Si le fournisseur ne livre pas la matière première, il n'y aura pas de livraison. Si le conseiller, un conseiller par exemple, si c'est le cas d'un service, aussi, on ne va pas proposer le service. Donc, c'est des partenaires. Leur présence, elle est obligatoire pour réaliser le travail. Donc, si le banquier ne nous fournit pas, ne nous finance pas, on ne pourra pas, bien sûr, financer l'activité. Donc, les partenaires clés, c'est toute partie prenante, entité physique ou entité, personne physique ou personne morale. Donc, sans sa présence, on ne pourra pas réaliser le travail. Par la suite, quelles sont les ressources clés? Donc, les ressources clés, par la suite, les activités clés. Donc, un moment, voilà. Ah, donc, il y a les ressources clés, donc les partenaires aussi, c'est important. Donc, on peut les faire en même temps, mais les ressources clés avant. Donc, les ressources clés, l'activité clé, puis les partenaires. Donc là, les ressources clés, donc c'est les locaux, matériels, compétences, logiciels, tout ce qui est nécessaire pour assurer l'activité. Donc là, juste un détail. Donc là, clé, on dit toujours ressources clés, partenaires clés, activités clés. C'est-à-dire, on n'entre pas dans les détails. Les détails, on va les trouver dans le business plan. Donc là, juste l'essentiel. Je prends un exemple. Par exemple, l'investissement, c'est l'ouverture d'une clinique. Donc là, le service, c'est les soins, bien sûr. La valeur à proposer, c'est les soins donc pour guérir les malades. Donc là, les ressources clés, on ne va pas entrer dans les détails, mais quelle est la ressource clé pour réussir cette clinique-là? Donc certainement, le staff médical et paramédical, ça c'est sûr.
Mais le chauffeur, le coursier, le comptable, les administrateurs. Donc, si X n'existe pas, il y a Y qui fera son travail. Mais un médecin de renommée, on ne peut pas le remplacer ou on le replace avec difficulté. C'est les ressources clés. Sans ces ressources-là, il n'y aura pas de distinction par rapport aux concurrents et de réussite. Donc, juste l'essentiel. Même chose pour les partenaires clés, l'essentiel, on n'entre pas dans le détail. Et les activités clés, donc l'activité nécessaire à la production du bien service. Qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de développer tel, de faire ceci, cela. Donc, aussi les activités clés. On n'entre pas dans les détails. Donc là, on a présenté le comment, mais il reste le financement. Donc, le dernier bloc, c'est la structure des coûts. Donc, quelles sont les activités et ressources les plus coûteuses, les plus prioritaires? On dit toujours clés. Donc, c'est les éléments clés. Donc là, quels sont les coûts? Donc, on va les présenter aussi de façon sommaire. Même les revenus. On ne va pas mettre des chiffres là. Donc, juste comment on va générer les revenus. Et aussi, quels sont les coûts? On va pas mettre les chiffres. Donc là, c'est un schéma qui nous donne une idée sur le projet, comment ça fonctionne. Donc, c'est quoi le client? Comment on va le satisfaire? OK? Comment on va lui livrer le produit? Donc, tout ça. OK? Et bien sûr, les revenus probables, une fois il est satisfait. Donc, et comment, donc selon le client, comment il va nous donner ces revenus-là, comment il va nous payer. Et par la suite, comment on va assurer toute la partie droite. Donc, les ressources clés, activités clés, partenaires clés. Et bien sûr, quelle est la structure de coûts. Donc là, pour financer les coûts, donc d'abord, il faut savoir quels sont les coûts pour les financer. OK? Donc, c'est le business model Canva. Donc, comment faire un business model? Donc, c'est la dernière question maintenant. Pour construire un business model, il est nécessaire de procéder par étapes. Pour vous aider à le synthétiser, vous pouvez utiliser le business model Canva. Donc, je l'ai expliqué. Donc, juste, ça se répète. OK, donc on passe à la page suivante. Donc, le business model décrit de manière précise, le positionnement du projet, bien sûr, par rapport à ce qui existe sur le marché, mais aussi dans quelles conditions, quelle manière et avec quels moyens une entreprise envisage de développer et exploiter un avantage concurrentiel susceptible de créer et de générer de la valeur. Donc, il se peut que l'idée est déjà faite. Il y a le produit et le service. Mais comment on va s'imposer et arracher, donc s'imposer sur le marché et arracher une part de marché? C'est ça le plus important. Donc, on ne peut pas dire non, non, le produit-service existe, on ne va pas se lancer dans cette activité. Non, non, pas du tout. Donc, après tout, le plus important, c'est toujours d'innover, d'améliorer. Et bien sûr, qui est le gagnant, c'est toujours le client. Une fois il y a la concurrence, le gagnant, toujours le client. Il aura un produit de qualité bonne ou meilleure qualité et de prix raisonnable. Donc, de manière traditionnelle, les plus vieux business models les plus fréquemment rencontrés sont celui de la production pour revente avec marge et celui de l'achat pour revente avec marge. Donc là, je parle des entreprises industrielles, donc celles qui achètent, transforment et vendent, c'est les entreprises industrielles. Et celles qui achètent et vendent le produit tel qu'il est, c'est les entreprises commerciales. Donc, c'est le modèle, les business models classiques. Maintenant, avec les projets numériques, donc comme Facebook, comme Airbnb, on va voir par la suite, c'est des modèles différents. Donc, le fait de dire modèle économique, c'est-à-dire la façon d'investir, la nature des coûts et la génération de revenus, elle est différente. Donc, ce dernier étant le business model de base du commerce. Donc, les business models que je viens de présenter, ceux de l'entreprise industrielle classique et commerciale classique.
par la suite, donc en fait, juste un détail, Facebook, lorsqu'ils ont, au début et lorsque ils ont créé le business model, ils ne savaient pas comment ils vont générer des revenus. Donc, c'était un espace pour rencontres, pour discuter, pour partager. C'est plutôt social, sauf qu'ils ne savaient pas comment ils vont générer de l'argent. C'était un projet au niveau d'une université au début. Et par la suite, maintenant, ça devient vraiment un réseau mondial et on ne peut pas s'en passer de lui. Donc, ils ne savaient pas comment générer de l'argent. Maintenant, il y a plusieurs revenus, y compris les publicités. Mais au début, ils ne savaient pas. Donc, le modèle économique, il est nouveau. Comment créer de l'argent en créant un espace, comment générer de l'argent en créant un espace où les gens vont se rencontrer, échanger et partager des informations. Donc, c'était nouveau, ils ne savaient pas comment générer de l'argent. Maintenant, le modèle économique tient debout et il génère vraiment des revenus très, très importants. Mais la révolution numérique maintenant, donc tout a changé, donc on n'est plus dans le classique, a permis l'émergence de nouveaux business models avec des logiques d'intermédiation. Donc il y a eu la notion d'intermédiation entre les offreurs et les demandeurs. Par exemple, Airbnb. Donc, elle ne possède, donc c'est une application généralement dans l'hôtellerie, mais donc cette entreprise ne possède pas ni des hôtels ni rien du tout, mais elle est intermédiaire entre les acheteurs de ce service-là et ceux qui ont ces immobilisations-là. Donc, c'est une activité dans l'hôtellerie tout en n'ayant en propriété aucun hôtel. Okay, c'est l'intermédiation. Donc, il y a d'autres exemples, mais on va présenter par la suite celui de Airbnb. Donc, dans une logique d'appariement de l'offre et de la demande de biens et services, la numérique a aussi favorisé l'économie d'usage plutôt que détention. Donc là, ce n'est pas la peine de détenir le bien ou l'actif. Okay? On peut être intermédiaire tout simplement. Donc, maintenant, il y a le streaming, par exemple, par lequel le consommateur a accès à un catalogue de biens culturels le temps de son adhésion à un service plutôt que l'achat de ce bien, donc, comme le cas de Spotify, au lieu de l'achat d'un disque. Donc, maintenant, on n'achète plus. Il n'y a plus la notion d'actif. Il n'y a plus l'achat d'un bien. Maintenant, c'est plutôt l'achat d'un service. Donc, on est dans le service et dans l'intermédiation plutôt. Ok, donc maintenant, on va entamer la présentation de l'exemple de business model de celui de Airbnb. Mais avant de présenter, je vais brièvement expliquer, j'ai déjà expliqué le contenu brièvement, donc le contenu des différents blocs du business model, à savoir le segment de clients, les canaux de distribution, la relation client, la proposition de valeur, les sources de revenus, l'activité clé, les ressources clés, les partenaires clés et la structure de coût. Donc, j'ai déjà expliqué, donc juste une sorte de récapitulation et de bien classer les idées avant de passer à l'exemple, parce qu'on va appliquer et voir comment on applique ce qu'on a vu. Donc, l'offre de valeur, donc c'est la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on va offrir au client. Donc, quelle est la solution permettant de résoudre un problème que vous avez identifié. Ok, c'est la valeur à proposer au client. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise va apporter à vos clients? Quelle est votre valeur ajoutée par rapport aux concurrents? Quels sont vos points forts par rapport à la concurrence? Donc là, il faut analyser le marché et la concurrence. C'est indispensable de faire une bonne étude de marché.
J'espère que vous avez assisté au séminaire de l'étude de marché parce que c'est très, très, très important le fait de faire une bonne étude de marché pour réussir le projet d'entrepreneuriat. Donc, quelle association de produits, services proposez-vous à chaque segment de clientèle si vous avez plusieurs segments? Et si vous avez un seul segment, donc tant mieux. Donc, le travail sera plus léger. Mais bon, tout dépend de la rentabilité et de l'objectif du projet. Donc, on peut avoir plusieurs segments. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Quel résultat concret, mesurable peut-on attendre de votre solution? Donc là, bien sûr, l'objectif, c'est de satisfaire le client. La cible, c'est le point de départ. Qui sont vos bénéficiaires, ceux qui bénéficieront de votre service. Donc, parfois, le bénéficiaire, c'est le client et parfois, non. Donc quel est le bénéficiaire? Parfois, on peut vendre des produits pour bébé, mais en fin du compte, le client n'est pas l'utilisateur. OK? Juste un exemple. Donc, il y a le client, celui qui va acheter, et il y a le bénéficiaire qui va en profiter. Qui sont les clients? Ceux qui paient pour votre solution. Pour nous, c'est crucial. Donc, comment on l'influencer, que ce soit c'est l'utilisateur ou non, final, le bénéficiaire final ou non, qui a intérêt à acheter votre solution et qui en bénéficie directement. Donc, il faut savoir quelle est la population cible pour la satisfaire. C'est ça l'objectif. Donc, il faut déterminer qui sont les cibles, qui a intérêt à acheter votre solution, quels sont les différents segments de clientèle que vous visez, quels autres produits, services pourriez-vous développer pour élargir votre clientèle, qui sont vos bénéficiaires, qui est directement impacté par votre solution, votre bénéficiaire est-il également votre client? Donc, parfois, ce n'est pas le cas. Donc, je l'ai déjà expliqué. Sinon, qui prend en charge les coûts? Qui va payer, bien sûr. Donc, c'est lui qui va payer. Donc, les canaux de distribution, par quels moyens délivrez-vous votre produit ou service? Par quels canaux allez-vous faire connaître votre position de valeur, des points de vente, des stands, des boutiques, une plateforme de porte-à-porte? Ça dépend. Quels sont les canaux privilégiés de vos clients? Donc, il faut toujours faire. Donc, il y a un document qu'on appelle persona. Donc, normalement, dans l'étude de marché, on élabore. Le persona, on essaie d'avoir une idée sur le client modèle. Donc, et élaborer un profil d'un client idéal pour votre proposition de valeur. Donc, il peut être une personne réelle, mais du moins, on peut trouver ce profil on peut le trouver même pas à 100%, mais c'est le profil idéal. Donc, le persona nous aide pour satisfaire le besoin du client. C'est un outil qu'on utilise dans l'étude de marché. Donc, quels sont les canaux privilégiés par vos clients? Par quels canaux allez-vous délivrer votre produit ou service? Comment? Grâce à quels moyens logistiques? Parce que c'est un coût à faire. Hein. Donc, ça fait partie de l'investissement par la suite. Quels seront vos points de contact avec vos clients? La relation client ou le bénéficiaire, comment on va entretenir une bonne relation? Donc, quel type de relation souhaitez-vous avoir? Donc, quel type de relation allez-vous établir avec votre client ou bénéficiaire? Comment seront-ils mis en relation avec vous à travers la plateforme, par téléphone? Comment? Via quel support? À quelle fréquence? En quoi ce type de relation vous distingue-t-il de vos concurrents? Si on est toujours à l'écoute de nos clients, donc c'est toujours un point positif. Les revenus que vous allez gagner en vendant votre produit ou service grâce à vos partenaires. Donc, sans les partenaires, on ne peut pas réaliser notre travail et livrer ce produit ou ce service-là. Donc, les revenus, pour quelle offre de valeur vos clients seront-ils prêts à payer? Donc, dans l'étude de marché, il faut évaluer ce point-là. Donc, quel est le prix que le client est prêt à payer? Je ne peux pas donner un prix et c'est hors de portée. C'est insensé. Quel format de vente de votre produit ou service allez-vous mettre en place? Et quel mode de paiement vos clients souhaitent-ils utiliser? Donc là, il faut faciliter les choses et faciliter l'achat et la vente, donc les transactions.
Et les ressources financières, humaines, logistiques, etc., intellectuelles, donc quel type de ressources on a besoin pour faire les activités clés et élaborer, ou plutôt avoir le produit à livrer ou le service à livrer. Quelles sont les ressources clés sans lesquelles votre business n'existait pas? Donc, il faut toutes les ressources nécessaires pour livrer notre produit-service. Comment optimiser vos ressources pour réduire vos coûts? Donc, on essaie d'optimiser et de réduire les coûts dans la limite du possible, bien sûr. Les activités clés, votre cœur de métier, donc là, concevoir votre offre, la distribuer, établir des relations, gérer les différents modes de revenus. Donc, c'est les activités clés pour réussir, ok? Et pour livrer plutôt votre produit, ok? Les partenaires, donc, sont vos sponsors, partenaires, fournisseurs externes pour vous aider à proposer votre solution. Donc, la partie, les partenaires, c'est toute entité physique ou morale. Sans son aide, on ne pourra pas réaliser notre travail et livrer le produit ou le service. Donc, il faut des sponsors, il faut des partenaires, il faut des fournisseurs, sinon on ne pourra pas assurer notre travail. Qui sont vos principaux partenaires? Quels différents types de partenaires pouvez-vous créer? Les fournisseurs, les financiers, par exemple les banquiers, communication, etc. Quelles ressources vous procurent vos partenaires? Par exemple, le fournisseur, il nous livre la matière première. Le banquier, il nous finance. C'est pas gratuit, je sais, mais sans son financement, il n'y aura pas de ressources pour financer l'activité. Et quelle activité réalise-t-il pour vous? Ok? Il faut bien avoir analysé ce travail, c'est-à-dire le profil de chaque partenaire. Les coûts, donc quels sont les aspects de votre modèle économique qui vont générer des coûts? Quels sont-ils, ces coûts-là? Donc, quels sont les coûts les plus importants de votre projet? Quelles sont les activités les plus coûteuses? Et est-ce qu'on peut réduire le coût? Sinon, parfois, on n'a pas la possibilité de réduire. Quelles sont les ressources les plus coûteuses? Comment pourriez-vous réduire ces coûts si c'est possible, bien sûr? OK? Donc, ainsi, j'ai terminé cette partie et j'ai bien expliqué les différents blocs du business model que j'ai déjà expliqué, mais de façon synthétisée. Maintenant, on va terminer notre présentation par l'exemple du business model de Airbnb. Donc, Airbnb, c'est une entreprise qui est créée en 2008. C'est une plateforme communautaire en ligne. C'est un intermédiaire qui permet la réservation de logements à travers le monde, mise en relation entre propriétaires et locataires, ceux qui achètent le service de location. Généralement, c'est dans l'hôtellerie. Donc, il y a aussi à part l'hôtellerie, donc il n'y a pas que les hôtels, il y a aussi des maisons. Mais principalement, c'est des hôtels, mais il y a aussi des maisons. Et présent dans 65 000 villes et 191 pays. Et cette entreprise ne possède aucune immobilisation. Et elle travaille dans l'hôtellerie et dans la location d'immobilier. Donc, on commence toujours par le client d'Airbnb. Donc, je vous ai dit que le point de départ, c'est toujours le client. Donc, principalement, c'est le marché américain et le marché français. Donc, en fait, le document n'est pas actualisé, mais généralement, c'est une plateforme qui est utilisée un peu partout dans le monde. Mais la bonne population, elle est américaine et française. Okay? Donc, c'est les statistiques qui ne sont pas récentes, c'est en 2016, donc ça fait presque 10 ans. 51% de voyageurs américains ayant loué un hébergement privé
au cours de la dernière année, c'est-à-dire 2016, ont moins de 35 ans. Donc là, le profil de chaque client. Donc 24% des loueurs ont un revenu de 50 000 et 120 000 dollars. Donc, quel est le profil des clients? Donc là, on essaie d'avoir une idée sur le profil des clients qui peuvent payer parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, ça coûte quand même. C'est mieux que les agences de voyage, mais quand même, ça coûte. OK? 33% des non-loueurs disposent des revenus annuels par ménage de moins de 50 000, etc. Donc, même chose pour le marché français. Donc là, ces informations nous aident à avoir une idée sur le besoin de ces clients et comment les satisfaire. Il faut leur offrir plusieurs panoplies de services. Tout dépend de leurs revenus. OK? La valeur à proposer. Donc, qu'est-ce que Airbnb offre à ces clients-là? Donc, pour les hôtes, pour les locataires et pour tous. Donc, pour les hôtes, donc, génération de revenus, facilité de transaction, OK, parce que c'est à distance et il y a la facilité de faire les transactions. Rencontre de nouvelles personnes, OK, facilité d'obtenir des informations sur les locataires. OK, gestion de réservation, assurance, habitation et annulation. Donc, tout est possible. Donc, les services sont faciles, OK, et plusieurs fonctionnalités. Pour les locataires, donc moindre coût pour plus d'espace, donc bien sûr par rapport aux agences de voyage, transactions faciles et sécurisées, expérience locale authentique, choix très variés, évaluation transparente, assurance, annulation. Donc, pour les deux, donc c'est ce qu'on propose. Et pour tous, donc facile, rapide, mise en relation win-win, donc tout est gagnant. Donc les propriétaires d'immobilier ou d'hôtels, de manière générale d'immobilier, les locataires et aussi la société Airbnb. Donc win-win, accessible et possible toute l'année. Donc c'est ce qu'ils proposent comme valeur. Donc il y a une concurrence, une vraie concurrence. Donc, il présente une concurrence assez importante pour les agences de voyage. Les canaux de distribution, donc équilibre entre communication classique et communication innovante, donc tout est virtuel. Donc plateforme web, donc ça fait des années que cette entreprise a été créée en 2008. C'était nouveau comment le numérique est nouveau. Maintenant, c'est le quotidien. Donc, application mobile, il y a les réseaux sociaux, etc. Donc, la facilité dans la distribution. La relation client, donc là, ils veulent fidéliser les clients et être à leur écoute pour leur satisfaire à tout moment. Donc, une assistance téléphonique 24 sur 24, 7 jours sur 7 jours, sur tous les fuseaux horaires et dans 30 langues différentes. Donc là, l'essentiel, c'est de satisfaire les clients. Présence accrue sur les réseaux sociaux pour interagir avec les clients un peu partout, donc on peut leur répondre. Et Airbnb utilise le CRM pour communication, ça facilite, c'est un logiciel. Plutôt, le CRM aide à appliquer le travail et faciliter la communication. Partenaire avec des startups pour préserver une interaction continuelle avec ses clients, comme Twilio et HotSuite. Donc, ça facilite l'interaction avec les clients, peut-être dans des pays bien déterminés ou un peu partout. Donc, ça dépend. Donc là, la relation avec les clients, elle est très, très, très bonne. L'essentiel, c'est de les satisfaire. Les flux de revenus, donc généralement, c'est des commissions parce que c'est intermédiaire. Commissions payées par les voyageurs, commissions payées par les hôtes, OK, les deux parties. Et il y a les annonces publiées donc par les utilisateurs et bien sûr, elle est disponible en 2016. Hein, elle est disponible dans 191 pays et il y a 1,6 milliard de dollars en 2016. C'est le chiffre d'affaires là. OK? On ne parle pas de bénéfices. Donc, c'est important, mais certainement, elle est bénéficiaire. Sinon,
elle ne va pas continuer. On n'a pas les charges donc pour faire la différence et déterminer les bénéfices, mais on peut trouver les états financiers sur Internet. Mais l'essentiel, c'est qu'elle est bénéficiaire. Donc, les revenus, proviennent des commissions, ok, et des publicités. Donc là, on ne met pas de chiffres vraiment dans le business model. Donc là, juste à titre indicatif, mais juste comment on va générer les revenus. Donc le calcul, on le trouve dans le business plan. Les ressources clés, donc on a les ressources humaines, les systèmes de paiement, parce qu'il faut un système de paiement solide et sécurisé parce que tout se fait en ligne. Une plateforme site web qui est vraiment praticable, qui est pratique, qui fonctionne bien. Donc là, parce que tout est en ligne. Et bien sûr, l'image de marque, donc c'est quelque chose qui vaut. Donc c'est une marque qui est reconnue à l'échelle internationale. Donc, c'est les ressources clés et les activités clés, donc le développement du réseau d'hôtes. Donc, première chose à faire, donc les réseaux sociaux, les avis, etc. Développement produit et management, l'amélioration de l'application, publicité et marketing. Donc, c'est des activités à faire pour fidéliser les clients aussi. Et la mise en valeur des espaces proposés. Donc, il y a les photos professionnelles, gratuites. Donc, c'est des activités qu'on fait continuellement pour avoir une plateforme permettant de satisfaire les clients et bien sûr satisfaire les clients aussi par les employés à travers les réseaux sociaux, etc. et les plateformes. Les partenaires clés, donc il y a les hôtels principalement, les locataires, donc les propriétaires d'immobilisation, il y a les partenaires de voyage d'affaires, donc on peut travailler avec les agents de voyage parce qu'ils collaborent avec eux pour assurer les voyages d'un endroit à un autre et faciliter par la suite l'arrivée à la chambre d'hôtel ou à la maison louée. Donc, les investisseurs, donc bien sûr, là, donc, on a besoin d'investisseurs pour investir, pour financer notre activité, plateforme de paiement et les assurances. Donc, certainement, on a besoin d'assurance lors des voyages. Et il y a le côté technique, donc les professionnels pour nous aider dans le stockage, donc dans tout ce qui est photographie, les designers. C'est des professionnels pour nous aider dans la réalisation de notre activité. Et le coût de structure. Donc là, il y a les assurances à payer, il y a le charge de personnel, il y a le marketing et la communication, il y a l'hébergement et ressources techniques comme les serveurs, etc., parce que tout est en ligne, et le support client. Donc, je répète, on ne met pas de chiffres, juste des détails, mais les chiffres, on les met dans le business plan. Ainsi, j'ai terminé la présentation. J'espère que c'était clair et j'attends vos questions. Bravo, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Donc, nous avons quelqu'un qui est en train de lever la main. Je pense que c'est... Pardon. Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier l'organisateur ainsi que le docteur et les autres corps enseignants de Midoshen University. Ma question est que je vais parler un petit peu sur la réflexion stratégique. Surtout, je vais savoir en quoi le modèle, c'est-à-dire ce modèle d'affaires est-il innovant ou
disruptif. C'est ça ma question. Ok, donc merci pour la question. Donc, en quoi le business model est innovant et quoi par la Ou suite bien disruptif, voilà. destructif, Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire destructif, gênant. Hein? C'est-à-dire gênant ou bien, bon, c'est-à-dire gênant ou bien, voilà, comme ça, de type comme ça. C'est-à-dire gênant, je veux dire, Ah, ah, c'est-à-dire ça gêne dans la voilà, présentation. perturbant, comme ça, voilà, exactement. Ok, ok. Donc, comme Bien je vous ai inquiétante, dit, voilà. voilà. Donc, ok, très bien. Donc, le business model, c'est un livrable. Donc, en entrepreneuriat, je ne sais pas si vous avez déjà vu ceci dans le module entrepreneuriat, il y a deux livrables. Il y a le business plan qui est très connu et il y a aussi le business model, comme je vous ai dit. Donc, le business model n'est pas gênant, n'est pas difficile à élaborer parce qu'au départ, il faut passer par l'étude de marché. Donc, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et on veut proposer un produit ou service à des clients bien déterminés, première chose à faire, il faut étudier le marché. Quel est le client, le besoin, les concurrents, etc. Donc ça, c'est quelque chose à faire, évidemment, et vous savez quels sont les outils de l'étude de marché. Donc, une fois que vous avez toutes ces informations, c'est facile à élaborer le business model. Donc, il y a 9 blocs tout simplement. C'est quoi le client? Qu'est-ce qu'on va lui proposer de façon qu'il y a quelque chose d'innovant par rapport au client et vous avez vous avez une idée sur l'étude de la concurrence dans l'étude de marché. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer de plus? Sinon, ce n'est pas la peine de se lancer. Comment vous allez entretenir une bonne relation avec le client? Comment lui livrer le produit, le service et quels sont les revenus probables? Et dans l'autre côté, quels sont les partenaires clés, les fournisseurs, les banquiers, etc. Et quelles sont les activités clés pour livrer ce produit de service, ok? Et les ressources clés, en fin de compte, les coûts clés. Donc, c'est ça le business model. Donc, une fois on a une idée sur les grandes lignes, donc l'idée, elle est bonne, elle est réalisable, elle est génératrice de revenus. Donc là, c'est un projet très intéressant, rentable. C'est à ce moment-là qu'on va passer à l'élaboration du business plan qui est plus détaillé. On entre plus dans le détail. OK? Quelle est l'idée avec détail, les aspects techniques, par exemple, juridiques, marketing, on entre dans les détails. Et je trouve donc là, la partie financière, une question sur la partie financière. Donc, je vais faire le lien avec la question. Donc, bonjour prof, comment apprendre la partie financière? Quelles sont les étapes des parties financières? Comment arriver à calculer la partie financière? Donc, Catherine, juste un moment, je vais répondre à cette question. Donc là, ce n'est pas gênant du tout, le fait d'élaborer un business model, mais ça permet aux investisseurs et aux banquiers de gagner du temps. Donc, si l'idée ne tient pas debout, donc on veut s'apercevoir du business model. Lorsqu'on va lui poser des questions, il ne pourra pas savoir parce qu'il n'a pas fait une bonne réflexion, l'idée n'est pas claire. La liaison entre les parties n'est pas claire. Donc, on ne va pas perdre notre temps et passer à la lecture d'un document assez volumineux comme le business plan pour s'apercevoir qu'il est plein de défaillants, de failles, quoi. Donc, ça ne tient pas debout, tout simplement. Donc, le business model, je répète, j'ai dit tout à l'heure que c'est le cœur de business plan. Si l'idée, elle est claire, elle est bonne, donc il a bien réfléchi, il sait qu'est-ce qu'il va faire, il a bien étudié son marché et logiquement, si la structure du businessman, elle est cohérente, donc logiquement, c'est un projet gagnant et ils vont s'investir avec ce jeune ou ce nouveau entrepreneur et l'aider pour concrétiser son projet. C'est bon, j'ai bien répondu à la question? Oui, merci beaucoup pour la réponse. Ainsi, si vous me donnez l'opportunité, j'ai encore une question Bien sûr, bien sûr. concernant les ressources clés, surtout. Je veux savoir quelles sont les ressources vraiment indispensables au fonctionnement de notre modèle, par exemple.
Donc, j'ai donné tout à l'heure l'exemple d'une clinique. Donc, c'est un établissement de Ah santé. oui, oui. Ah Voilà. oui. Donc là, je ne peux pas mettre dans les ressources clés les administrateurs, les comptables, les coursiers. Non, non, ce ne sont pas des ressources clés. C'est des ressources, oui, mais quiconque peut faire le travail. Mais les ressources clés qui vont permettre la bonne image de la clinique, la réussite, et surtout un bon service, c'est le cadre, c'est le staff médical et paramédical. Donc, c'est ça. Donc, et aussi l'équipement aussi. C'est des ressources clés. Donc, des équipements vraiment innovants et de dernier cri, donc sophistiqués. Donc, parfois, je peux m'orienter vers un établissement de santé rien que parce qu'il a un bon équipement. Donc, c'est les ressources clés qui vont permettre la réussite de ce projet-là. Merci, merci, madame. Et pardon, et sur les ressources de revenus, existait-il d'autres ressources de revenus potentielles à explorer, par exemple? Peu importe. Donc, les revenus probables, donc il y en a plein. Donc, par exemple, si c'est sur Internet, donc donc numérique, donc peut être le paiement par clic, par exemple, dans les publicités, donc par clic, par observation, par achat de services, par achat de produits ou de services, par commission comme Airbnb. Donc ça, c'est le numérique. Mais le classique, on achète en paie. Donc, il y a la publicité. Généralement, tout ce qui est numérique, il y a les publicités. OK? Donc, il y a des revenus derrière. OK? Sur Facebook et autres. Donc, c'est des sources de revenus. Et la nature des revenus change avec la technologie et avec le développement du schéma qu'on trouve sur le marché. Donc, il y a toujours des évolutions. Donc, et ça change. On voit maintenant l'intelligence artificielle. Donc, maintenant, il y a pas mal de métiers qui vont disparaître parce que l'intelligence artificielle fait leur travail. OK? Donc, là, il faut faire avec et intégrer cette technologie dans notre travail. Donc, c'est pas il ne faut pas avoir peur parce que ça change. Donc, avec cette nouvelle technologie, il y aura création de nouveaux métiers et de nouveaux instruments, même de paiement aussi. Donc, il y a un changement, on s'adapte et on va évoluer avec. Et les modèles économiques aussi vont changer avec cette évolution. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci infiniment. OK. Maintenant, je vais passer à la question de Catherine. Donc, en fait, Catherine, la partie financière, on ne l'aborde pas ici parce que là, on est en train de réfléchir. Okay, on est en train de réfléchir et de présenter l'idée. On ne va pas entrer dans les détails. Vous voyez que dans les blocs de revenus et des coûts, juste comment on va générer les revenus et quels sont les coûts. On n'entre pas dans les détails. Une fois l'idée elle est claire, c'est bon. OK, on va passer à l'élaboration du business plan. Et dans le business plan, donc, on va peut-être approfondir l'étude de marché qu'on a déjà faite, ou si elle est faite dans les normes, donc tant mieux, avant le business model. Et on va traiter les aspects juridiques, on entre en détail dans les aspects techniques et les aspects de marketing. Peut-être on investit encore mieux parce qu'on entre dans les détails. Et la partie financière, c'est à la fin, parce que tout le travail sera traduit en argent. Donc, l'étude financière, elle est toujours à la fin. Parce que toute activité, elle est transformable en argent. Donc, les ressources, les canaux de distribution, les activités, donc, nécessitent des ressources. Donc, c'est à la fin qu'on élabore l'étude financière et on l'élabore dans le business plan et non pas dans le business model. C'est clair, on n'a pas besoin de ça dans le business model. Donc, c'est comment apprendre la partie financière. Donc, la partie financière, il faut pour la réaliser, il faut avoir des connaissances en comptabilité et en finance. Parce que qu'est-ce qu'on trouve dans la partie financière? Donc, ça ne fait pas partie de notre séminaire, mais je vais quand même vous répondre à cette partie parce que ma spécialité est finance, c'est pour ça. Quelles sont les étapes des parties financières? Comment arriver à calculer la partie financière? Donc, on ne calcule pas la partie financière et on l'élabore. Et il y a des parties à présenter. Donc, principalement, première chose à faire, c'est déterminer ce qu'on appelle le plan d'investissement. Quels sont les biens nécessaires
ou les actifs nécessaires pour réaliser le travail. Donc, dans la comptabilité, ça se met dans l'actif. On a besoin d'immobilisation, de stock, de voitures, peu importe, d'ordinateur. On a besoin de quoi pour faire notre activité? C'est la partie active. Et on a besoin de liquidité, ce qu'on appelle le BFR, c'est-à-dire le besoin de financement à court terme. Okay, parce que lorsqu'on va commencer une activité, on n'est pas sûr de générer le revenu dès le premier coup. Donc là, il faut avoir une certaine marge de sécurité, une certaine somme d'argent pour financer l'activité jusqu'au premier revenu. Donc là, on a besoin, on l'appelle bilan d'ouverture aussi. Donc, par la suite, si, donc il y a un rapprochement entre le bilan d'ouverture et le plan d'investissement. Dans le plan d'investissement, on a besoin de quels biens et ressources financières et comment on va financer tout ça. C'est-à-dire le montage financier. Est-ce qu'il y a des actionnaires, il y a des dettes, comment il y a des dons, des subventions, donc comment vous allez financer votre projet. Donc c'est le plan d'investissement. Et par la suite, vous allez élaborer le bilan d'ouverture. Donc, il y a généralement les bilans sont des bilans d'activité à la fin de l'activité. Juste ce bilan-là, c'est au début, c'est-à-dire au démarrage, on aura besoin de quoi et quel type de ressources. Et vous allez présenter aussi l'état financier ou l'état de résultat ou le compte de résultat. Donc, quels sont les revenus probables, les charges probables, c'est-à-dire les gains probables. Tout dépend de la période de l'élaboration du plan d'affaires. Est-ce que les prévisions, parce que là, on parle de prévisions, on va viser quelque chose qui va se passer dans le futur. On va se baser sur des prévisions. Et les prévisions doivent se baser sur des statistiques et des études de marché. Ce qui existe réellement. Et les évolutions, par exemple, sur les 5 ou les 10 années précédentes. Et on va faire des estimations de prévisions dans le futur. Et il y a des hypothèses, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Et par la suite, les prévisions probables des revenus et des charges et quels sont les gains probables. Donc ça, c'est l'état de résultat pour justifier la rentabilité du projet. Et il faut aussi élaborer donc les indicateurs de l'équilibre financier, précisément le besoin en fonds de roulement, le besoin en moyens de financement, pour le financer aussi. Et on doit déterminer le point mort. Bon, en fait, c'est quoi le point mort? C'est le point où on ne réalise ni gain ni perte. Donc, par exemple, on va vendre des services. Donc là, pour générer des gains, il faut vendre son service. Mais vous avez 50 clients, c'est tout. Donc là, vous n'êtes pas vous êtes dans la zone déficitaire. Donc, vous ne pouvez pas atteindre le point où il n'y a ni gain ni perte. Donc là, il y a deux solutions. Soit on abandonne l'activité, soit on cherche de réduire les coûts ou de chercher d'autres clientèles. Et si le nombre de clients probables dépasse le seuil de rentabilité, c'est que le projet il est rentable et on est dans la zone de gain, donc on peut se lancer. Donc le seuil de rentabilité est important pour voir est-ce que le projet est dans la zone de gain ou dans la zone de perte, en se basant sur la structure de coût que vous avez établie. Il faut établir aussi les cash flows, c'est-à-dire les flux. Je pense que vous l'avez vu normalement, le cash flow. C'est un calcul, donc c'est presque le revenu, mais avec les bénéfices, mais modifiés un peu. Donc, c'est les cash flows, c'est les flux réels générés donc, par l'entreprise, c'est la résultante entre les revenus et les charges. Et c'est la base du calcul de la rentabilité. Il y a plusieurs indicateurs de calcul de la rentabilité du projet, mais le plus utilisé, c'est la VAN, la valeur actuelle nette. C'est la différence entre les revenus actualisés et les coûts. Donc, si elle est positive et on a une vanne ou valeur actuelle nette positive, on va justifier la rentabilité du projet à notre investisseur. Donc, et cette étude financière, on ne l'élabore qu'à la fin du plan d'affaires. Une fois, on a bien élaboré la partie technique, la partie juridique, la partie marketing, la partie technique. Donc, on a élaboré toutes ces parties-là. À la fin, il y aura la traduction en argent de tout ce qui a été fait. C'est clair, Catherine?
Très bien. Mais l'étude financière, elle sera faite dans, je répète, dans le plan d'affaires, dans le business plan. On n'a pas besoin de ça. Ok, très bien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Ok, je pense que nous n'avons pas de questions et que tout est clair. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Je remercie tous les apprenants parce qu'ils sont là pour apprendre quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, juste une question, est-ce que vous avez déjà vu le business model ou la première fois vous le découvrez? Juste une question. De rien, Catherine. Donc, Catherine, vous avez déjà vu le business model ou c'est la première fois? Donc, vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en les écrivant sur le chat. Avez-vous déjà Ouais. vu le modèle business? Donc, il y a quelqu'un qui écrit, je pense, je ne sais pas si c'est Oui, oui, Ali, c'est je elle, il pense. m'a dit. Ouais. C'est-à-dire, je parle pour la recherche, je n'ai pas compris. Ah, donc vous avez une idée déjà sur le business model. Mais vous n'avez pas pratiqué, c'est ça? Donc, vous avez une idée sur ce que je viens de présenter. C'est ce que je veux savoir. Très bien, Catherine. Ok, donc pour Catherine, oui. Donc, il y a pour d'autres, non. Donc, c'est pas grave. Donc, c'était une opportunité pour avoir une idée sur le business model. Je ne sais pas s'il y a parmi vous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Donc, surtout maintenant, les gouvernements ils encouragent pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est l'avenir. Et surtout dans l'ère du numérique actuellement, donc la création elle est plus facile, les idées plus abondantes, les besoins sont plus abondants aussi. Il faut aussi avoir pour la pratique, pas encore. Très bien, Ali. Donc là, vous allez pratiquer lorsque vous allez vous lancer dans des projets sur terrain. Donc, soit des projets, donc soit vous allez vous lancer dans des challenges. Il y a des challenges, vous pouvez participer un peu partout. Il y a des challenges. Soit vous créez vos propres projets, mais ces exercices vont vous aider pour avoir plus d'informations. Et ceux qui ont l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, ces séminaires vont les aider énormément. Même, c'est très intéressant aussi ces informations-là. Je vous remercie pour assister et apprendre quelque chose que j'espère nouveau pour vous et intéressant. Et sinon, je vous encourage pour se lancer dans l'entrepreneuriat, si c'est possible, bien sûr. Et donc, vous avez toutes les compétences nécessaires à Mid-Ocean. Et si vous êtes intéressé, vous trouverez le soutien nécessaire. Et franchement, vous êtes jeune et il y a les opportunités un peu partout. Donc, les gouvernements offrent des opportunités et des fonds pour aider les jeunes entrepreneurs. Donc, essayez d'en profiter si vous êtes intéressé, bien sûr, par l'entrepreneuriat. Sinon, je vous souhaite bonne continuation, bonne chance dans vos études et que de réussite, Inch'Allah.
Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons Inch'Allah dans nos prochaines activités la semaine prochaine. Et à tous nos étudiants, n'oubliez pas de participer au concours du meilleur Reels. Sujet abordé, sport ou santé. Vidéo de 60 secondes, ne pas dépasser les 60 secondes. D'accord. Format qui semblable ou comparable à celle de TikTok. Donc la vidéo doit être sous format vertical, comparable à celle de TikTok, sans heurter les copyrights. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et sans oublier que vous devez être un étudiant pour participer au concours. Ceux qui ne sont pas un étudiant, désolé. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Restez connectés et au revoir.